Bonsoir, juste avant que ça commence, si vous avez envie de vous prendre un petit quelque chose à boire au bar avant de commencer, vous pouvez y aller. On commencera d'ici un quart d'heure. Merci. Attends que ça devienne. Oh, c'est tout bon. Ouais, c'est bon.
Ouais. C'est moi et ma chance, toujours. Il y en a deux, je prends le nom. Je vais rester ici du coup pour changer les slides, si vous voulez. Ou bien ouais, mais vous pouvez me faire un signe comme quoi quand je dois. Ok. D'accord, je crois que c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on va commencer. Donc tout d'abord, bienvenue et merci beaucoup d'être venus. Aujourd'hui, cette conférence, c'est le projet d'un fruit d'un travail entre deux associations, la FAE et Projet Solidaire. C'est dans le cadre de la journée égalitaire et on voulait justement discuter de la neurodiversité dans l'éducation, les problématiques, l'avancée, les perspectives. Et voilà, donc je laisse la parole à nos deux intervenants, 2 sur 2 essences. Et voilà, bonne conférence, j'espère que ça va vous intéresser. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, oui. J'allais dire voilà, moi je suis Alban Bourdi, donc écrivain, fondateur de Souressence, c'est pas si c'était écrit, et Samia. Merci. Voilà. Et donc Samia Figère, de la Société à Contresens, donc j'interviens avec Alban de Surdoué Sens, justement pour vous parler de neurodiversité. Moi je suis spécialisée dans tout ce qui est neuroatypisme, que ce soit les troubles neurodéveloppementaux ou des neuroatypismes qui ne sont pas forcément des troubles, mais ça, on va en parler justement un petit peu plus tard. Et donc l'association dont on fait partie, mais que j'ai créée, enfin, il existe 2 associations en fait. Il y en a une en France et une en Suisse, mais c'est toutes les deux le même site, sur surdouesens.ch. Et c'est pas uniquement sur les surdoués, ça c'est parce que au départ, bon voilà, j'étais surtout concerné par le HPI qui était bilanté quand j'étais enfant. Et mais donc on s'occupe aussi de l'intégration de toutes les différentes neuroatypies. Alors là c'est un peu le sommaire donc de tout ce qu'on va faire. Enfin voilà, donc d'abord dire les définitions, un peu les bases, de savoir qu'on parle, surtout qu'il y a énormément de terminologie qui des fois pose problème parce qu'on ne sait pas exactement toujours de quoi on parle. C'est à la fois simple et à la fois compliqué, on va dire, mais on va essayer de faire au plus simple, enfin que ça soit le plus simple, j'espère. Et puis sinon, donc voilà si tu veux. Oui, ensuite on va enchaîner surtout sur tout ce qui est trouble 10 TDAH. Alors, on a un timing très restreint, donc on ne va pas pouvoir approfondir, bien entendu, mais déjà, on va parler des différentes caractéristiques et surtout des impacts, notamment dans le cadre de l'université. Et puis, repartir sur ces fameux cerveaux hyper avec l'hypersensibilité et le HPI. Et puis, montrer que être aussi neuroatypique, c'est pas que parfois handicapant, mais il peut y avoir aussi beaucoup de points forts. Puis on axera vraiment sur l'inclusion et notamment les avancées dans le milieu universitaire. Bien entendu, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses, donc il ne faudra pas du tout hésiter à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et ça sera suivi d'ateliers. Alors il y aura 2 ateliers d'1 quart d'heure, 20 minutes, sur lesquels vous pourrez assister aux 2, bien entendu. Donc d'abord, on fera un demi-groupe sur un atelier et sur un autre, puis on intervertira. Comme ça, voilà, ceux qui ont envie de faire les 2 pourront faire les 2. Ceux qui veulent en faire qu'un seul pourront en faire qu'un seul. En tout cas, vous aurez le choix et vous pourrez bien entendu faire les 2 si vous le souhaitez. Alors voilà donc, la neurodiversité, déjà le terme, alors c'est vrai que des fois, quand on parle de neurodiversité, on parle uniquement des atypies. Mais le terme au départ qui a été créé par Judith Singer, sociologue australienne, que j'ai eu la chance d'interviewer, ça parle vraiment de toute la diversité humaine. C'est-à-dire c'est comme la biodiversité mais humaine. Donc les atypies font partie de la neurodiversité. Et souvent, effectivement, quand on parle de neurodiversité, c'est pour parler des atypies particulièrement. Mais la neurodiversité, elle englobe aussi bien les profils typiques que les profils atypiques. Et au sein des neuroatypies, donc comme disait Samia tout à l'heure, il y a des choses qui sont plus de l'ordre du trouble, qu'on appelle TND, troubles neurodéveloppementaux. Donc là, on trouve le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, qui est avec, le TDA ou le TDAH, parce que c'est avec ou sans hyperactivité. Alors, on parle aussi des fois d'hyperactivité sans TDA. C'est assez rare, mais ça existe quand même. Et puis après, tous les 10, et puis les TDI, troubles du développement intellectuel. Et puis après, donc, les neuroatypies qui, elles, ne sont pas des troubles, alors qui sont des fois vécus comme des troubles,
même parfois comme des handicaps par certaines personnes, mais ce ne sont pas des troubles, au contraire, ce sont même des... on parlait de points forts, elles ont toutes des points forts, hein, les atypies. Mais le HPI et l'hypersensibilité, c'est plutôt, comme tu disais, de l'hyper, c'est-à-dire c'est plutôt du plus, on va dire, du plus au niveau cognitif, intellectuel pour le HPI et du plus au niveau sensitif et émotionnel pour l'hypersensibilité. Alors, il y a pléthore d'appellations pour, pour ces termes-là. Des fois, on s'y perd vraiment, puis j'ai beaucoup de gens qui font plusieurs catégories, on va dire, avec des choses qui, normalement, dans la définition la plus standard, sont toutes les mêmes, c'est-à-dire on parle de HPI pour un quotient intellectuel de 130 et plus, et donc tous les termes comme douance, surdoué, zèbre, enfin quoi que zèbre, des fois on l'associe à différents atypies ou des atypies en général, mais voilà, enfin, il y en a plein d'autres dont on pourrait parler, mais alors l'hypersensibilité c'est encore pire, j'allais dire, parce que il y a encore plus d'appellations. Des fois, il y en a qui préfèrent parler d'ultrasensibilité, qui voient un côté plus positif que l'hypersensibilité, qui serait vécue plus de manière négative. Et si on prend vraiment le terme anglais originel, c'est-à-dire les études qu'on a là-dessus, qui ont commencé vraiment dans les années 90 avec le docteur Helen Aron, en anglais, on parle de high sensitivity. Et donc, la façon la plus juste d'en parler, on va dire, c'est plutôt haute sensibilité ou sensibilité élevée, et pas ce préfixe qui sonne un peu comme un trop, quoi. C'est-à-dire hyper ou ultra, on est vraiment un peu dans l'excès, alors que normalement on est juste sur de la haute sensibilité, de la sensibilité élevée, c'est-à-dire plus élevée que la moyenne. En plus, comme il n'y a pas d'unité de mesure vraiment comme le QI pour le HPI, on est plus sur quelque chose qui est juste plus élevé que la moyenne. Donc c'est plus juste de parler de haute sensibilité, sensibilité élevée. Maintenant, effectivement, dans le langage commun, on parle beaucoup plus d'hypersensibilité. Et il y en a qui parlent de HPE. Là, ça devient un peu plus... quand une personne me parle de HPE, je sais jamais exactement de quoi elle me parle, parce que des fois, on parle de HPE pour parler d'hypersensibilité, des fois, on parle de quotient émotionnel, c'est-à-dire vraiment d'intelligence émotionnelle, avec un test il existe plusieurs tests, mais celui qui est le plus reconnu scientifiquement, c'est celui du docteur Rosenbaron. Et des fois, on parle de HPI, mais qui est plus dans l'émotionnel, dans la fibre créative, artistique, un peu une différenciation comme d'autres font entre les HPI laminaires et les HPI ça va me chercher parce qu'il y a complexe, complexe, laminaire et complexe tout simplement, et des fois aussi on dit homogène ou hétérogène, c'est-à-dire plutôt le HPI qui est plus adaptable, on va dire, aux études, enfin souvent c'est là qu'on fait la différence, le distinguo, mais voilà, enfin, c'est pour les personnes qui cataloguent au sein des HPI plutôt les personnes qui sont, alors certains diraient cerveau gauche, cerveau droit, ça c'est contestable, en tout cas le côté plus laminaire, donc homogène, ou au contraire complexe, hétérogène, et que certains différencient en disant des gens qui sont plutôt dans l'intellect ou dans l'émotionnel, même si c'est une façon de parler qui reste assez subjective. Mais donc voilà, après il y a vraiment beaucoup de confusion des fois, parce que certaines personnes parlent aussi de HPI sans se référer spécialement au test de QI, mais en parlant de traits de personnalité. Et c'est-à-dire que on a plus en plus de tests de QI où on donne pas de mesure, parce qu'on dit que c'est trop hétérogène. Donc ça donne des fois des choses un peu poreuses, mais enfin voilà, c'est vrai qu'on pourrait faire longtemps là-dessus, mais globalement, scientifiquement, on va dire officiellement, HPI c'est équivalent à un QI de 130 et plus, même si des fois donc il y a beaucoup de spécialistes qui font des tests qui peuvent bilanter une personne HPI sans donner un chiffre de 130 ou plus. Et après, au sein des HPI, il y en a qui font la différence avec vraiment les THPI, qui eux sont à partir de 150 et qui auraient donc des caractéristiques encore plus exacerbées et un sentiment de décalage encore plus fort, parce que sur le HPI, on est entre, alors selon les sources un peu différentes, on est à peu près à 3% de la population. Sur l'hypersensibilité, d'après les dernières études, on est environ 30%, même si certains disent entre 25 et 31. Et les THPI, donc on est 10 fois moins que 3, on est 0,2 ou 0,3 selon les sources. Alors,
Maintenant qu'on a vu la différence entre donc, ce qui pouvait être trouble et ce qui était neuroatypie sans être trouble ou handicap, on va passer plus particulièrement sur les répercussions lorsqu'il y a par exemple un trouble 10. Donc là, pour le coup, réellement, quelque chose qui va être handicapant, quelque chose qui va toucher certaines zones cérébrales. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que chez les troubles 10, il y a certains dysfonctionnements qui vont affecter plus particulièrement, plus spécifiquement, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des troubles spécifiques du langage ou des apprentissages, ça va affecter spécifiquement certaines fonctions cognitives. Donc, certaines zones du cerveau qui contrôlent justement certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant ou un adulte qui va être dyscalculique, ça va plutôt être la zone du calcul qui va être touchée. Ainsi de suite pour chaque trouble 10. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où une zone va être touchée spécifiquement au niveau du cerveau, là, il va y avoir trouble, donc potentiellement handicap en fonction de la difficulté que va ressentir la personne. Et à partir du moment où il y a handicap, forcément, ça va avoir des retentissements sur les apprentissages. Et qui dit apprentissage, ça va être tout le processus d'apprentissage et de mémorisation. Que ce soit au niveau du stockage, de la manipulation des informations, de tout ce qui va être répétition, de tout ce qui est retranscription, tout ça, ça va être affecté. C'est-à-dire que forcément, pour apprendre par exemple un cours par cœur, pour prendre des notes, tout ça, ça va être beaucoup plus difficile parce que certaines zones sont affectées, donc très clairement, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, j'allais dire, c'est tout à fait normal. Donc certaines personnes qui ont été diagnostiquées peut-être un peu tardivement, on entend souvent dire « Non mais je suis nulle, je suis bête, mais en fait j'y arrive pas, tous les autres y arrivent et pas moi ». En fait, c'est ni de la nullité, ni de la bêtise, ni quoi que ce soit vraiment dans ce style-là. C'est vraiment un trouble neurodéveloppemental et ça, faut le garder en tête. C'est-à-dire que c'est pas de la faute de la personne, elle ne fait pas exprès de pas réussir à prendre des notes, elle ne fait pas exprès d'apprendre un cours et de l'avoir oublié 5 minutes plus tard alors que ça fait 2 heures qu'elle est en train de l'apprendre. C'est neurodéveloppemental. Donc ce n'est pas de sa faute et ce n'est pas de la bêtise. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui porte des lunettes et à qui on dit voilà, t'es au fond de la salle, mais non, enlève tes lunettes, t'as pas besoin. Si, cette personne a besoin de lunettes. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus bête que quelqu'un d'autre. C'est simplement que, voilà, au niveau de ses yeux, il y a besoin de ces lunettes pour voir. Là, c'est un peu pareil. Il y a ce fameux dysfonctionnement pour le coup au niveau cérébral et forcément, ça a des répercussions sur tout le processus d'apprentissage. Et donc, forcément, sur la scolarité, lorsqu'il n'y a pas eu aussi derrière, soit de la rééducation, soit de la prise en charge, et forcément, c'est plus compliqué. Alors, on va voir quels sont justement ces différents troubles 10. Encore une fois, on va un peu survoler, parce que malheureusement, voilà, sinon on y passerait 2 jours sans aucun problème. Mais déjà, pour vous donner une idée de quels sont ces troubles 10. Déjà, vous voyez qu'ici, il y en a 6, en sachant que 3 sont déjà des troubles donc spécifiques du langage écrit. Vous avez la dyslexie en général qui est assez connue. Alors, c'est très simplifié ici. Trouble du langage écrit et notamment par rapport à la lecture. On va le voir, ça impacte beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que la lecture qui est impactée, mais en effet, lorsqu'on parle de dyslexie, on pense surtout à troubles au niveau de l'apprentissage de la lecture. La dyslexie, en général, elle est associée à la dysorthographie, qui est un trouble de l'orthographe, puisqu'en général, en effet, vu que la dyslexie, c'est la difficulté à lire et donc à avoir ce qu'on appelle cette fameuse conscience phonologique, c'est-à-dire associer en fait un graphème à un phonème, une lettre à un son. Donc si on a du mal déjà à associer la lettre au son, lorsqu'on va écrire, lorsqu'on va être sous dictée, c'est pareil, il va y avoir en effet des difficultés là-dessus aussi. Dyslexie, dysorthographie, souvent associées, et en général, le 3e trouble, ça va être la dysgraphie, qui est pour le coup le trouble de l'écriture. Là, ça va vraiment être des difficultés au niveau plus moteur, mais dans le graphisme, dans l'écriture. Ça, ce sont les troubles spécifiques du langage écrit.
On trouve aussi à côté de ça un trouble spécifique du langage oral qui est la dysphasie. Alors la dysphasie, ça peut être deux choses différentes. Alors il y a 3 types de dysphasie, mais en gros c'est surtout soit au niveau expressif, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à exprimer, à dire les mots, à les retrouver en mémoire et à les prononcer, ou ça peut être réceptif, c'est-à-dire que vous allez lui parler, mais elle ne comprend pas les mots, comme si on parlait une autre langue qu'elle ne comprenait pas. Et là encore, notamment lorsqu'ils sont enfants, ce n'est pas qu'ils le font exprès, c'est-à-dire qu'on a beau lui dire « va t'asseoir, prends la chaise », on leur dit 50 fois par jour, eh ben ça ne rentre pas forcément, le vocabulaire ne rentre pas, ils ne comprennent pas. Ça, c'est de la dysphasie. Nous avons en haut, à gauche, la dyscalculie. Alors maintenant, la dyscalculie, ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire que moi, je vous parlerai de dyscalculie parce que c'est plus facile. Maintenant, ça s'appelle plutôt le trouble de la cognition mathématique. Pourquoi faire plus compliqué quand on peut faire simple? En gros, c'est parce que avant, on prenait surtout trouble du calcul, de tout ce qui était numération. Maintenant, on englobe aussi tout ce qui est résolution de problèmes mathématiques. D'où le terme de trouble de cognition mathématique. Mais en gros, voilà, c'est des difficultés avec les mathématiques en règle générale, où les chiffres, les nombres, les mesures, l'heure, tout ce qui va être en tout cas mathématique, ne veut absolument rien dire, n'a aucun sens. Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est plus large? Fais une opération. Tout ça, c'est impossible pour un dyscalculique. Encore une fois, après, avec la rééducation, ça peut venir, bien entendu. Mais les difficultés sont vraiment à ce niveau-là. Et enfin, la dyspraxie, qui est vraiment le trouble, alors les dys du geste, c'est vraiment de la coordination motrice. Souvent on dit, ce sont des personnes qui sont maladroites. Alors, oui, bien entendu, il y a de la maladresse visible chez le dyspraxique, mais ce n'est pas que de la maladresse. On l'a vu, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc cette personne va par exemple avoir des difficultés à faire ses lacets, à couper sa viande, à sauter à la corde, à faire du vélo, à tenir en équilibre, et même parfois justement à tout ce qui est au niveau de l'hygiène, se laver, se frotter. Tout ça, ça fait partie de la dyspraxie parce que tout ce qui demande d'utiliser son corps va être compliqué pour ces personnes. Et on a beau se dire, ça, c'est pas le plus grave, voilà, on s'en sort bien. Je peux vous garantir que pour des personnes qui sont vraiment dyspraxiques, c'est une torture. Moi, j'ai vu un monsieur, même adulte, qui me disait, mais en fait, moi, je me cogne partout, je fais tout tomber, les gens n'arrêtent pas de me dire que je les fatigue, mais ils ne se rendent pas compte à quel point moi-même, je me fatigue tout seul et comment à la fin de la journée, je n'en peux plus. Mais c'est pas de sa faute, il n'arrive pas à gérer son corps. Et ça, encore une fois, ça vient de son trouble. C'est pas qu'il ne veut pas. Donc, si vous voulez, ces différents troubles 10 qui affectent donc ces différentes parties du cerveau, ces différentes fonctions cognitives, là, on voit l'impact majeur par rapport à certains apprentissages, donc la lecture, l'écriture, les mathématiques, le graphisme. Mais comme je vous le disais, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que, imaginez-vous, d'avoir des problèmes avec la lecture. Vous êtes en maternelle, ça va, ça passe, il n'y a pas trop d'écrit. Élémentaire, collège, lycée, l'écrit est toujours présent. Université, où là ça se complique encore, où l'écrit est partout. Vous imaginez à quel point ça peut être extrêmement fatigant. À la fin de la journée, ils sont vraiment fatigués de devoir avoir tout cet écrit toujours en face d'eux, d'être toujours finalement dans ce qui les rapproche de leur trouble, alors qu'il y a des moyens, malgré tout, et c'est ça qui est bien, on va le voir, notamment à l'université où vous êtes plus autonome, de compenser par d'autres manières. Mais la fatigabilité, c'est vraiment un impact par rapport à ces troubles 10. À côté de ça, on le voit aussi au niveau psychologique. Quand vous voyez que les autres y arrivent et que vous travaillez et que vous n'avez même pas la moitié de leurs résultats alors que eux en font la moitié moins que vous parce que vous êtes obligés de travailler encore plus parce que, comme je le disais, votre mémoire ne retient pas forcément facilement les leçons et tout le reste. Imaginez l'estime de soi, la confiance en soi, à quel point elle doit être
Là, on est au plus bas. Donc, forcément, au niveau psychologique, ça a des répercussions énormes. Et après, c'est dans la vie de tous les jours, encore une fois. D'où le fait d'adapter aussi son environnement pour faire sauter la barrière de cette fonction cognitive, finalement, qui est déficitaire, et puis aller sur les terrains où tout va bien. Parce qu'une personne qui va être dyscalculique, par exemple, a priori, sauf si elle est multidys, ou si elle a ce qu'on appelle de façon très très moche des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs troubles en même temps, n'aura aucun problème à apprendre à lire. Pour le coup, la lecture ne lui posera pas de problème. Donc, il faut trouver des moyens de compensation, justement, pour faire sauter la barrière de ce qui ne marche pas, et justement s'appuyer sur ses forces et sur ce qui marche bien. Donc, ça, c'était pour les troubles 10, mais vous allez voir que pour le TDAH, c'est pas beaucoup plus évident pour les personnes, notamment en plus, qui n'ont pas forcément été diagnostiquées. C'est-à-dire que le TDAH, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, en général, des petits, quand il y a de l'hyperactivité associée, bon, il n'y a pas de souci, hein. En général, on détecte relativement facilement. Le problème, c'est surtout lorsqu'il n'y a pas d'hyperactivité ou c'est juste un trouble de l'attention. Et là, dans la grande majorité des cas, en fait, on se rend compte qu'on passe à côté du diagnostic. On se dit non, mais c'est une personne dans la lune, c'est juste une personne, voilà, qui est pas très intéressée par ce qu'on est en train de dire. Mais non, là encore une fois, c'est vraiment un trouble. Et ce trouble-là, il va affecter plusieurs fonctions cognitives et c'est à plusieurs niveaux que ça va vraiment se jouer. Alors vous le voyez déjà, bon, le plus évident, c'est au niveau moteur. Lorsqu'il y a hyperactivité, il va y avoir cette agitation, ces difficultés de coordination motrice. Ça va être des personnes, et notamment lorsqu'ils sont enfants, qui sont un peu sur ressort tout le temps. Ils gigotent tout le temps, ils peuvent pas rester assis, c'est très compliqué. En grandissant, ça va un petit peu mieux. Il y a moins d'hyperactivité motrice. Par contre, ça ne veut pas dire que l'hyperactivité n'est plus là. Elle va être là, mais elle va se transformer dans d'autres choses. Ça va plus être au niveau mental où il va y avoir peut-être des ruminations, ou sinon on va avoir le pied qui va bouger, les mains qui vont pas pouvoir s'arrêter de gigoter. Donc ça va moins être sur tout le corps, mais l'hyperactivité, elle sera quand même là, même si elle sera moins visible. Au niveau cognitif, comme je vous le disais, problème d'inattention, de désorganisation, de mauvaise gestion du temps, tout ce qui est planification, ça va être très compliqué. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et là, ça va vraiment avoir un gros impact. Donc encore une fois, on le voit au niveau de l'université, où justement on demande encore une plus grande autonomie et où le programme est encore très chargé. Ces problèmes d'organisation, de gestion du temps, d'attention, forcément, il va y avoir des répercussions aussi sur les études si on n'arrive pas à bien gérer tout ça. On va voir comment on pourra faire par la suite. Au niveau émotionnel, forcément, l'instabilité émotionnelle, le faible seuil de tolérance à la frustration, de l'impatience, ça c'est plutôt tout ce qui a trait à l'impulsivité. Parce que lorsqu'on parle d'hyperactivité, l'hyperactivité va souvent avec l'impulsivité. Et enfin, ce dont on parle beaucoup moins, mais qui pourtant a un gros impact aussi, et notamment dans la vie de tous les jours, c'est les aspects sociaux. Du fait de la désinhibition, du retrait social, faible jugement social. Pourquoi ? Parce que parfois, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer forcément leur impulsivité, qui vont tout le temps couper la parole, qui vont s'interposer entre deux personnes pour justement commencer à parler d'autre chose alors que la discussion est encore en cours. Ça va finir par agacer un petit peu et donc les personnes vont un peu les ostraciser. Mais ça, encore une fois, c'est pas parce qu'ils veulent couper la parole, c'est pas parce qu'ils veulent être casse-pieds, c'est vraiment du fait de l'impulsivité qui n'est pas contrôlée. Donc vraiment, ces aspects du TDAH, il peut y avoir de grosses répercussions au niveau social. Et je vous dirais que, en plus de l'aspect organisationnel au niveau des études à l'université, parfois, ce problème d'ostracisation, au niveau des camarades, c'est aussi très pesant. Et forcément, ça a des répercussions au niveau psychologique et au niveau, encore une fois, de l'estime de soi. Merci. Alors,
Je m'arrête là pour tout ce qui est trouble 10 TDAH parce que le temps passe, mais s'il y a des questions, on voit après, il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est de l'hypersensibilité, c'est vrai que souvent, voilà, on résume un peu avec une phrase comme ça en disant l'hypersensibilité, en fait, elle est neutre. Il y a des personnes qui vous disent c'est génial d'être hypersensible, c'est hyper positif, et il y en a d'autres qui disent ça m'énerve vraiment qu'on dise ça parce que pour moi c'est vraiment chiant d'être hypersensible, c'est vraiment négatif. Et en fait, c'est neutre, ça intensifie juste ce qu'on vit. C'est-à-dire que si on vit du positif, ça va être très positif. Si on vit du négatif, ça va être très négatif. Donc l'hypersensible, il a comme un espèce de... Après, ça marche pour tout le monde, mais c'est-à-dire que comme s'il avait un peu une espèce d'obligation de faire attention aux conditions dans lesquelles il se met, puisqu'il va vivre les choses plus fort. Donc ils vont avoir plus de conséquences. Donc c'est-à-dire que s'il se met dans un endroit qui va être stressant pour lui, ça va être très très stressant, insupportable. S'il se met dans un endroit où l'éclairage est agressif, ça va être tout de suite très très pesant pour lui. Et tout est un peu comme ça, dans le positif ou dans le négatif. C'est pour ça que des fois on peut trouver vraiment deux visions qui paraissent complètement clivées sur les réseaux ou sur même différents auteurs entre ceux qui ont une vision très très positive et ceux qui ont une vision très négative. Tout dépend de ce qu'on vit. Et c'est vrai que donc l'hypersensible, on peut que lui conseiller de faire attention particulièrement, parce que ce qui est bon pour les hypersensibles, c'est bon pour tout le monde, puisque l'hypersensible, il a un peu moins de latitude pour s'adapter, pour faire autrement, mais vraiment qu'il fasse attention à son cadre de vie, à respecter, on va dire, ses besoins, ses limites, parce que son corps, ses émotions crient là où les autres, ça leur parle, là, ça va leur crier, on va dire. Là où les autres vont rien entendre d'hypersensible, ça va lui parler. Et là où les autres, leur corps ou leurs émotions vont leur parler, ça va crier sur l'hypersensible. Donc il y a une espèce de... C'est pour ça qu'on dit souvent, dans une collectivité comme ça, en écoutant les hypersensibles, on veille au bien-être de tout le monde. Mais parce que les hypersensibles, ils vont capter des signaux faibles, des choses qui, potentiellement ou inconsciemment, gênent tout le monde, mais sauf que eux, ça va vraiment être à leur conscient parce qu'ils vont le ressentir, le vivre particulièrement fort. Et sinon, il y a, pour le moment, au stade des recherches, il n'y a pas vraiment d'autres seuils, on va dire, bien définis. C'est ce qui fait des fois un peu la porosité parce que, voilà, c'est plus fort que la moyenne, mais on peut difficilement, au stade où on en est, le quantifier, le qualifier. Et donc, bien sûr, c'est au niveau aussi bien sensitif qu'émotionnel. On parle d'hyperesthésie, des fois quand on parle uniquement des sens, et puis d'hyperémotivité si on parle uniquement d'émotions. Mais quand on parle d'hypersensible ou d'autrement sensible, on a les deux paramètres ensemble. Et souvent, quand on interviewe les hypersensibles et quand on parle beaucoup du sujet, on a l'impression vraiment qu'il se dégage une espèce d'hyper-conscience. C'est-à-dire que l'hypersensible, il capte toutes sortes de détails. Il y a un traitement de l'information vraiment en profondeur. Un traitement d'information qui est aussi bien... alors, ça peut se recouper un peu avec le HPI, sauf que le HPI, ça va plus être au niveau intellectuel et l'hypersensible, ça va être vraiment sensitif. Il va pas forcément le mentaliser, on va dire. En tout cas, c'est un peu plus brut, on va dire. Mais il y a ce côté où il y a une conscience de tout, ce qui fait que beaucoup d'hypersensibles se plaignent, j'allais dire, ou en tout cas ont l'impression d'être des éponges qui absorbent tout et qui le vivent souvent de manière épuisante, pas forcément négative, mais en tout cas de manière où après ça leur demande beaucoup de temps de récupération, demande beaucoup souvent les hypersensibles aiment bien s'isoler comme ça pour récupérer après des moments où ils sont sujets à différents stimuli qui sont très forts pour eux, et c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment intensité. Alors il y a toutes sortes aussi de terminologies que j'ai pas dit tout à l'heure. On parle des fois de personnalité orchidée pour parler des personnes hautement sensibles, et en général, voilà, sur l'intensité. Donc, on parle de personnalité intense, c'est-à-dire de gens qui vivent tout plus fort. Et c'est un peu pareil, je rejoins ce que Samia disait tout à l'heure. Souvent, on fait des procès, en plus, aux hypersensibles. On leur dit, t'en fais trop, t'exagères et tout, alors que non.
elles vivent vraiment les choses avec ce degré d'intensité, mais c'est vrai que de l'extérieur, des fois, c'est mal compris et c'est mal jugé surtout. Et on a l'impression de gens qui en rajoutent, qui sont pénibles parce qu'ils sont dans l'excès, alors qu'eux, ils sont juste dans l'expression de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Après, il y a quand même un cas où on peut arriver vraiment dans un excès, c'est souvent quand la personne essaye de s'adapter ou de se normaliser en étouffant un peu ses ressentis et ses émotions. Et là, quand on essaye de combattre ça, on va dire, et ça je l'ai vraiment expérimenté longtemps personnellement, ça fait ressortir encore plus fort. Donc on en a encore plus peur, parce que des émotions qui étaient déjà très fortes, comme on voit que c'est mal accueilli par l'entourage, on essaye de les comprimer. Et plus on essaye de les comprimer, plus ça fait un espèce de dragon comme ça qui est prêt à surgir n'importe où. Et puis on dit c'est très peur, c'est horrible, qu'est-ce que je suis un monstre. Et donc voilà, après c'est une phase d'acceptation, hein, comme dans beaucoup de choses. Mais souvent les personnes qui vraiment ont l'impression qu'elles sont beaucoup trop sensibles et que si elles s'autorisent à l'être, c'est comme si c'était un peu dangereux, explosif. C'est des personnes qui vont chercher à étouffer un peu cette sensibilité dont on leur donnait le rendu qu'elle était trop forte. Alors bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le HPI. J'ai pris ce visuel-là parce que voilà, il illustre 6 signes. Après, on peut en trouver d'autres. Et puis après, chaque HPI est différent, hein, comme chaque neuroatypique. Mais en général, on retrouve un peu toujours ces choses-là. Alors, c'est-à-dire, le HPI, si vraiment on reste sur ce qui est vraiment décelable dans le test de Key, comme ça, c'est la vitesse de traitement d'information, la vitesse de pensée, l'abondance de détails, de précision, et on reste surtout sur ça. Bon, après, il y a d'autres choses, mais qui sont plus des conséquences, parce que l'impression de décalage, effectivement, c'est une conséquence du fait de la proportion de HPI qui est de 2-3%, ce qui fait que effectivement, si on met ces 3%, on va dire en moyenne, au milieu des 97% autres, et comme eux, ils comprennent des choses plus vite et qu'ils ont plus conscience de détails et tout ça, ils vivent une impression de décalage avec les autres, qui est donc plus une conséquence une caractéristique en soi. Enfin, ça dépend de s'il est entouré uniquement, comme dans certaines classes, ça se fait dans certains pays, uniquement d'HPI, oui, il aura moins cette impression de décalage. Impression de décalage qui est des fois dévalorisante aussi, alors que le HPI, des fois, sur le HPI, il y a 2 mythes qui sont radicalement opposés, et c'est très étonnant de parler beaucoup de ce thème-là comme ça dans le cadre associatif et livre et tout ça et médiatique, parce que des fois on se heurte vraiment à ces 2 mythes et on ne sait pas toujours lequel va arriver. Il y a le mythe vraiment que le HPI c'est le petit génie et que c'est magnifique d'être HPI et que en plus c'est quelque part un peu culpabilisant, parce que il y en a qui voient une espèce de comme si ça voulait dire que les autres étaient moins ou plus. Enfin, c'est pas, il y a un truc comme ça qui est trop clivé dans le côté petit génie, personne qui arrive à tout faire. Et dans l'autre côté, il y en a des gens qui pensent que c'est vraiment être quelqu'un qui a des problèmes et qui est inadaptable et les deux sont complètement faux en fait, parce que c'est pas une question de plus ou de moins. Oui, il y a plus d'informations, il y a plus de rapidité, mais ça fait pas des personnes qui sont forcément plus en réussite en tout cas. Et puis après, des intelligences, tout dépend des types d'intelligence, parce que des fois, à traiter justement trop de détails comme ça, à se poser trop de questions, même s'il y a une intelligence mesurée qui est plus haute, ça donne pas les résultats meilleurs, plus efficaces. Donc c'est relatif, mais c'est un sujet bizarre, parce que c'est un sujet où on a très peu de relativité, je veux dire, de relativisme, parce qu'on est souvent sur des personnes qui veulent voir vraiment un problème, on va dire, ou quelque chose qui pose problème, en tout cas dans la société, et qui reste là-dessus, et d'autres qui veulent voir au contraire qu'un truc comme quelqu'un un génie, quelqu'un qui serait, pour qui la vie serait très facile, ou alors la vie serait très difficile, alors que ça dépend complètement des personnes, et ça dépend complètement des milieux.
Et donc, bon, on retrouve cette rapidité, ce traitement cognitif complexe qui, souvent, dans l'enfance, fait que on arrive à comprendre beaucoup plus de choses beaucoup plus vite. Et donc, on donne l'impression d'être en facilité, on va dire, mais qui après, effectivement, par ce côté qui peut être trop complexe, surtout par rapport à ce que la société attend de nous, ou par rapport aux standards, on va dire, peut donner une impression souvent de trop. D'ailleurs, le mot surdoué, il y a toujours une connotation un peu de trop, on surjoue, on surfait, enfin. Et puis les livres les plus connus sur le sujet, il y a souvent le mot trop dedans. Enfin, on associe vraiment beaucoup le mot trop au HPI. Et donc, du coup, ce côté qui des fois joue contre, on va dire, l'efficacité qu'on pouvait avoir au départ. Après, ça dépend aussi des parcours, mais globalement, il y a une espèce de tendance à le HPI saute des classes, il comprend très vite certaines choses, et puis après, il se perd un peu dans une trop grande complexité et il comprend pas bien ce qu'on attend de lui ou les codes entre guillemets de la société. Et puis donc voilà, ce décalage. Et puis la stimulation intellectuelle. Alors, c'est à double tranchant ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un grand besoin de stimulation intellectuelle, de réfléchir, d'apprendre des choses et tout ça. Mais aussi, il faut faire attention à la saturation. Parce que des fois, enfin par exemple moi adolescent, j'étais comme ça complètement. D'ailleurs, j'en oubliais complètement le côté physique de la vie. C'est-à-dire que je voulais pas dormir, je m'en fichais de manger, et puis le sport ou tout le reste. Enfin, tout le côté corps était complètement occulté par la grande soif d'apprendre et la grande soif de penser, de réfléchir et d'être stimulé intellectuellement. Et donc du coup, ce besoin de stimulation intellectuelle, c'est un peu le. Enfin, il y en a qui diraient, c'est être HPI, c'est un peu avoir un cerveau qui est comme une machine très élaborée, donc qui à la fois permet quelques trucs en plus, mais qui a un côté plus fragile, qui a un côté plus prompt à dérailler. Je veux dire, en tout cas, qu'il faut plus surveiller. Donc, besoin de stimulation intellectuelle, oui, mais faire attention aussi qu'il n'y ait pas un excès. Et puis, les nuances, c'est un peu comme l'hypersensible, mais bon après, il y en a qui disent que tous les HPI sont hypersensibles. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça au début dans les définitions. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Personnellement, j'ai pas un avis tranché là-dessus. Il y a des gens qui disent que tous les neuroatypiques, par exemple, sont hypersensibles, que c'est le dénominateur commun. Je sais pas personnellement. Je sais pas ce que j'en pense, Samia. Pour moi, c'est pas évident, c'est difficile en plus pour le TSA et tout ça de parler de la sensibilité, de la comparer. Après, il y a les gens qui disent ça, c'est comme des spécialistes des neuroatypies comme ça, notamment un Québécois dont j'ai peur d'écorcher le nom. Mais c'est une vision comme ça. Et puis donc il y en a qui disent que tous les HPI sont hypersensibles et il y en a qui disent que non. Donc après on pense qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont corrélées. C'est que souvent effectivement le HPI, comme il capte plus d'informations, on peut penser que donc, et qui reçoit les choses plus intensément parce qu'il y a un traitement de l'information qui est plus rapide et plus dense, on peut penser que forcément les informations aussi qu'il reçoit de ses sens, elles vont être aussi plus fortes et plus nombreuses. Donc, il y aurait une explication. Après, il n'y a pas d'études encore qui prouvent dans ce sens-là. C'est juste des choses qu'on peut lire dans certains livres ou dans certains articles. Voilà. Après, il y a beaucoup de besoins de précision, mais besoin de justice aussi, on retrouve énormément. Mais c'est aussi chez les profils hypersensibles souvent, c'est-à-dire le chose que il y a besoin de sens, de justice. C'est pas seulement de précision. Là, c'est vrai que j'ai mis juste de précision, mais c'est aussi besoin que les choses fassent sens et qu'elles soient justes. Sinon, c'est-à-dire que sinon, il y a souvent un tempérament un peu rebelle qui naît sur le HPI jeune si on lui demande d'obéir à des choses dont qu'il trouve injustes ou qu'il trouve dénuées de sens. Après, donc le HPI est souvent sujet au burn-out notamment, c'est-à-dire le manque de sens dans ses activités. Après, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses aussi, même s'il y a assez peu finalement de consensus sur les caractéristiques commune, on va dire, au HPI. Alors, comme on le disait, donc on a vu tout ce qui est TND, donc troubles neurodéveloppementaux et neuroatypisme, qui sont pas donc des troubles.
On a vu les impacts, donc la plupart du temps négatifs, notamment quand on parlait des troubles 10 et du TDAH. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas que du négatif, bien évidemment. Et il nous semblait important aussi quand même de le souligner. Parce que parfois, en fait, on est tellement focalisé sur le trouble, le handicap ou le neuroatypisme qu'on oublie aussi les choses importantes qu'il y a à côté et qui sont très positives. Et notamment, les points forts des personnes neuroatypiques, déjà, la plupart du temps, c'est leur résilience, parce que justement, être face à des échecs parfois répétés, à être face à certaines barrières, ils développent vraiment une certaine résilience, une force de caractère et vraiment une façon d'être et une certaine force qui est vraiment différente d'une personne qui n'a pas forcément rencontré toujours les difficultés que eux ont pu rencontrer. Ils ont aussi une vision qui est souvent à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils voient quand même les choses de façon très globale. Ils ont une vision un peu différente, ce qui fait que même dans des équipes, par exemple, au travail ou autre, c'est vraiment une façon de voir qui est un peu différente et qui donne vraiment un autre sens parfois à une thématique, à un projet, parce que justement, ils ne voient pas comme les autres. Et ça, c'est très important. Il y a des tas de choses, comme je vous disais, notamment par exemple pour les personnes qui sont 10, si on est dyscalculique, on n'est pas forcément dyslexique. Donc ne pas se dire que parce qu'on a un handicap, par exemple, c'est raté pour tout le reste. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit quel type de métier pour ces personnes-là, dites-vous bien que quel que soit le neuroatypisme qu'une personne a, elle peut faire tous les métiers qu'elle veut si elle s'en donne les moyens. J'ai vu un monsieur qui était hautement dyspraxique, donc ce fameux trouble de la coordination motrice, qui est devenu un très bon violoniste. Son rêve, c'était d'être violoniste professionnel, et pourtant le violon, bon, voilà, on sait qu'au niveau coordination, faut pas trop se louper quand même, hein. Il a réussi, il a travaillé, il a rééduqué tout ça, et il a réussi. Quand j'étais plus jeune, je donnais des cours de judo à des enfants, et dans mon cours, il y avait un enfant qui était très dyslexique. Maintenant, vous pouvez regarder ses vidéos sur YouTube, il s'appelle Mohamed Bouclé, il est devenu quand même vice-champion du monde de lecture rapide. Dyslexique et très dyslexique, je peux vous dire qu'il en faisait des séances d'orthophonie. Donc vous voyez, rien n'est impossible. Maintenant, à partir du moment où, justement, il n'y a pas forcément de passion ou d'intérêt plus particulièrement, ce qu'on peut voir en règle générale, c'est que déjà naturellement, la plupart du temps quand même, ces personnes s'orientent vers des métiers sur lesquels elles sont plus particulièrement douées. C'est-à-dire que c'est très rare, moi quand je fais les bilans d'orientation ou des bilans de compétences, qu'une personne ayant un trouble de la cognition mathématique me dise qu'elle va être expert comptable. En général, voilà, c'est plutôt des métiers qui sont dans le domaine écrit, dans le journalisme, des choses comme ça. Les personnes qui sont plutôt dans la dyslexie, elles vont plutôt s'orienter au contraire vers les matières scientifiques, par exemple, ou tout ce qui est artistique, parce qu'encore une fois, ça fait partie de leur point fort, l'esprit créatif. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Les personnes qui sont dyspraxiques, elles, on se rend compte que lorsqu'elles passent les tests, elles ont un indice de compréhension verbale qui est supérieur à la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, elles parlent extrêmement bien. Et souvent, en effet, on se rend compte dans les bilans ou autres que ces jeunes-là qui sont dyspraxiques s'orientent plutôt, encore une fois, vers tout ce qui est métier où il faut avoir un peu de bagou, comme les métiers de vendeur, par exemple, donc dans la vente, dans le journalisme aussi, dans la politique, dans les métiers où, en gros, il faut bien parler. Donc ça se fait aussi de façon très naturelle. On va voir qu'un TDAH, par exemple, il va avoir besoin d'avoir un métier qui a des missions qui sont très différentes et qui s'enchaînent. Pas être derrière un bureau à longueur de journée. Donc oui, ça, c'est des choses sur lesquelles, en général, ils se dirigent plus naturellement. Pour tout ce qui est HPI hypersensible, je ne sais pas si tu veux le faire. Je vois que l'heure avance beaucoup, mais je pourrais dire oui, effectivement, c'est plus des conditions de métier qui des fois posent problème. Par exemple, aux hypersensibles, par exemple les open space, parce qu'il y a trop de stimulation, que ce soit sensorielle ou d'information. Donc les hypersensibles en général n'aiment pas sont très mal à l'aise dans ce genre de
de contexte de travail, et notamment aussi s'il y a trop de compétition, parce que l'hypersensible est très empathique, donc s'il y a beaucoup de compétition dans le métier qu'elle exerce, elle va le vivre souvent très mal, ou alors elle va saboter un peu par empathie, pour un peu l'esprit de sacrifice. Mais c'est vrai que sinon il n'y a pas des types de métiers particulièrement, c'est plus des conditions d'exercice de ces métiers qui peuvent être rédhibitoires vraiment pour les profils hautement sensibles. Alors là, c'était juste, on vous a montré quelques photos de personnes célèbres qui sont neuroatypiques et vous voyez, qui ont très bien réussi. Et notamment, regardez là encore une fois, Agatha Christie, dyslexique et qui est quand même, devenue un auteur qu'on ne présente plus. Steve Jobs, Emma Watson, enfin voilà. Toutes ces personnes-là, je pense que elles parlent d'elles-mêmes. Donc pour vous dire que, voilà, neuroatypisme ou handicap, pour certains, c'est pas forcément synonyme d'échec ou autre. On peut très bien réussir. Il faut juste aussi trouver soit la bonne orientation, soit quelque chose qui nous passionne et qui nous permette de dépasser tout ça. Mais en tout cas, tout est possible. Et le neuroatypisme, vraiment, n'est pas synonyme d'échec. Alors là, on va juste vous faire un point sur ce qu'est l'inclusion. Parce qu'il y a encore beaucoup de mythes là-dessus. C'est-à-dire que à une certaine époque, et ça c'est vraiment comment ça a évolué. Alors regardez ce schéma, moi je le trouve extrêmement bien fait, et regardez ce qui est intéressant. Au départ, on était vraiment dans l'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas trop attention. Il y avait les personnes dites normales, c'est-à-dire hop, le garçon en bleu, la fille en rouge, et puis les personnes qui étaient un petit peu différentes, qui n'étaient pas fille rouge, garçon bleu, qui gravitaient autour. Donc toutes les personnes dites différentes. À un moment donné, ils se sont dit, non mais quand même, faut que ça évolue. Alors très gentiment, on est passé à la ségrégation. Donc la ségrégation, il y a toujours ce petit cercle, fille rouge, garçon bleu, et très sympathiquement, on a regroupé toutes ces personnes différentes quand même pour qu'elles ne soient pas toutes seules. Bon, d'accord, c'est un pas, mais là, on n'est clairement pas dans l'inclusion non plus. On a fait encore un petit pas de plus, intégration. Alors là, la petite bulle, on leur laisse quand même une petite place parmi ces personnes dites normales. Mais attention, on ne se mélange pas quand même. Donc vous voyez, là encore, certes, il y a rapprochement, certes, on est dans le même environnement, mais ce n'est pas de l'inclusion. L'inclusion, c'est ça. C'est on partage l'environnement et on est tous ensemble, sans différence, sans barrière. Et l'idée, c'est vraiment d'en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que ça devienne naturel. Ne plus se dire c'est différent, c'est pas différent, c'est normal, c'est pas normal. Non. L'idée, vraiment, quand on parle d'inclusion, c'est de se dire, voilà, ce qui est normal, en fait, c'est ça. C'est juste de vivre tous ensemble. Ce qui est parfaitement possible. Maintenant, en effet, et notamment si on revient à notre sujet de l'université, il y a des choses qui peuvent être mises en place. On disait tout à l'heure, on ne va pas dire à quelqu'un qui porte des lunettes de les enlever sous prétexte qu'il est avantagé parce qu'il porte des lunettes. Non, il n'est pas avantagé. Les lunettes, ça sert simplement à rendre pour lui des choses accessibles. Ce n'est pas simplifier, c'est rendre accessible. Et l'inclusion, c'est ça. C'est on met des choses en place, pas pour simplifier la vie de ces personnes neuroatypiques, simplement pour faire en sorte que tous les apprentissages soient accessibles. Et c'est ça la grande différence. Et à partir du moment où on pense accessibilité et non simplement simplification, c'est là qu'on voit tout ce qu'on peut faire aussi et de façon très naturelle. Alors, on va voir pour le niveau des avancées. Donc, regardez déjà les avancées qu'il y a pu y avoir au niveau universitaire. Voilà, on a mis quelques exemples d'avancées, dont notamment à l'université de Fribourg, où il y a eu quand même beaucoup d'efforts dans le sens de la neurodiversité. Il y a eu le forum en 2023, Welcome Out in Neurodiversity. Et puis, voilà, beaucoup de choses, comme on disait, par rapport au support pédagogique, notamment, tu parlais tout à l'heure, Samia, du fait qu'il y ait beaucoup d'écrits. Donc, c'est vrai que déjà de pouvoir permettre des supports qui soient notamment audio, même si l'idéal, comme on disait, ça serait d'utiliser différents canaux sensoriels, même au-delà de juste l'option audio et écrite. Mais
Voilà, enfin, il y a eu différentes choses de fait qui avancent quand même ces derniers temps dans le sens de la prise en charge, enfin la prise en compte plutôt des atypies. Et c'est vrai que particulièrement donc à l'unidistance, à Brigue, il y a des possibilités de pause. Alors quand je dis possibilités de pause, c'est vraiment des pauses, c'est-à-dire de plusieurs mois, par exemple dans les études, et pouvoir reprendre vraiment là où on a laissé, et donc de pouvoir vraiment travailler à son rythme. Et c'est, enfin, parce que des fois je me dis pause, ça peut être juste pause dans la journée. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça, mais là c'est vraiment un parcours d'études qui est pensé avec des possibilités vraiment d'aménagement au niveau temps et de pouvoir voilà, aménager son temps. Et après, on a donné avec Samia différentes pistes voilà, de ce qu'ils pouvaient faire, mais il y aurait beaucoup d'autres choses aussi qui peuvent être faites. Oui, parce que dites-vous bien que de toute façon, à l'université, le gros enjeu à partir de là, c'est vraiment qu'on vous demande beaucoup plus d'autonomie. Et comme on l'avait vu avec le TDAH, par exemple, et tout ce qui est planification, organisation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas comme lorsqu'on est en élémentaire, au collège ou même au lycée, où on vous donne encore les devoirs pour tel jour à faire telle chose, et où vous avez les échéances et où vous savez pour quel jour vous devez avoir fait telle ou telle chose. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu, tout ce qui est organisationnel. Et puis le programme très chargé, où donc l'écrit est extrêmement présent et où les apprentissages sont extrêmement nombreux. Donc dans ces cas-là, oui, on parlait de support d'apprentissage déjà adapté, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que pour les dyslexiques, rien que d'avoir des supports déjà numériques, ça pouvait aider. Parce qu'avec le support numérique, vous pouvez utiliser la lecture vocale, vous pouvez utiliser le correcteur orthographique, vous pouvez faire des recherches directement. Et puis, comme on disait, la prise de notes qui est compliquée, eh ben, en fait, il n'y a plus besoin de prendre les notes et vous avez le cours correct. Parce que dans une prise de notes, soit il va être incomplet, soit il va y avoir des données erronées. Là, le cours est complet et vous pouvez directement, en fait, faire des recherches directement dedans. Donc ça, les outils numériques, c'est essentiel. Utilisez Google Calendar, par exemple, pour vous faire un rétro-planning, pour vous faire des rappels de telle date, je dois avoir fini telle chose dans mes révisions. Ça, c'est super important. Lorsqu'on vous donne un cours, tout simplement, mettre ce cours en police 13 ou 14, sans empattement de type Arial, Verdana, par exemple. On s'est rendu compte que pour les personnes qui étaient dyslexiques, par exemple, c'était beaucoup plus facile à lire que des polices avec empattement qui, justement, rajoutent des petits traits. Et ceux qui ont des petits soucis au niveau visio-perceptuel, ben finalement, ça leur complique la tâche. Donc, rien que de changer la police et avoir une interligne un peu plus grande, ça facilite la lecture. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Et si on donne pour un élève, eh ben, en fait, on le donne pour tous les étudiants. Quitte à ce que le support soit accessible, autant le donner à tous, de toute façon. Donc, ce type de support est pareil pour tout ce qui est, on parlait d'utiliser les canaux, la vidéo, les audios, des diagrammes, des choses comme ça. Utiliser différents supports pour retenir les choses de façon différente et puis pour que ça revienne, qu'il y ait de la répétition, mais de façon différente, pour que ce soit plus simple à passer dans cette fameuse mémoire à long terme et que ça reste. Donc, on a bien vu les cartes mentales, où comme ça, il y a moins d'écrits, c'est peut-être plus facile aussi à retenir. Les salles sensorielles, pour justement se bloquer de certaines stimulations, les casques anti-bruit et les fameuses applications, comme on disait. Sur Word, maintenant, il y a énormément de choses qu'on peut faire, rien que sur Word. Mais il en existe des tas d'autres qui peuvent vraiment vous faciliter la vie. Même pour les cartes mentales, vous prenez Canva, vous prenez plein de choses faciles. Avec l'IA, maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été simplifiées. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces supports numériques et surtout, s'il y a quelque chose à retenir, dites-vous bien qu'il y a les apprentissages, mais pour pouvoir apprendre correctement, il faut aussi être bien dans son corps et dans sa tête. Et tout ce qui est vraiment, j'allais dire, hygiène physique et mentale aussi, il ne faut pas le négliger. Donc, soit aller dans des groupes d'étudiants pour travailler ensemble, pour se motiver. Si on voit que le mal-être est profond, peut-être aller voir un spécialiste aussi pour parler, justement, notamment, si, comme on disait, s'il y a un manque d'estime de soi, de confiance en soi. C'est important aussi. Et surtout, le sport, se décharger, se défouler un petit peu pour libérer aussi ses ressources attentionnelles et pouvoir apprendre mieux et être
un petit peu aussi mieux dans son corps et plus détendu. Donc, c'est bien de se concentrer sur les apprentissages, apprendre, y passer du temps, mais n'oubliez pas que pour optimiser ces apprentissages, il faut aussi que dans son corps et dans sa tête, ça aille bien aussi. Alors, on va passer à ces petits moments questions-réponses si vous avez des questions plus particulières. Encore une fois, voilà, c'est vrai qu'on a un peu survolé les notions, c'était rapide. On a même un peu dépassé le timing. Mais si vous avez des questions, ben voilà, vous n'hésitez pas, on est là. Tout est clair ? Allez, en général, c'est quand il y a une personne qui se lance, après les autres osent. Alors, si jamais, vu que ça va être rediffusé, on aura besoin de votre courage et de parler à travers le micro. Merci d'avance. Oui, j'avais une question justement concernant l'inclusion. Je pense, pour moi, je fais partie de Projet Solidaire, donc ça me parle. Mais c'est vrai que j'étais à un cours et on parlait de l'inclusion. Et il y avait une élève dans la classe qui a justement posé cette question elle voyait le fait, les aménagements comme quelque chose, comme un avantage qu'on donnait aux personnes, ce qui n'est pas du coup raccord avec l'inclusion. Mais du coup, je me suis posé la question concernant la formation académique. À quel moment est-ce qu'on pourrait inclure du coup l'inclusion dans la formation pour que tout le monde soit raccord et sache de quoi on parle? Et je ne sais pas si c'était très clair ma question. Oui, alors moi je vous parlerai surtout par rapport en France, parce que je travaille beaucoup avec les établissements scolaires français. Nous, c'est dès la maternelle. Hein. On essaye de mettre ça en place. Alors, attention, on n'y est pas encore, hein, très clairement. Mais c'est dès la maternelle où il faut que tout le monde comprenne que, comme on disait, l'inclusion, c'est pas simplifier, c'est pas avoir des avantages. Et à partir du moment où on comprend ce qu'est un neuroatypisme et qu'on comprend, comme on disait tout à l'heure, que ce n'est pas fait exprès et que c'est pas de la fainéantise, que c'est pas là, ça vient et il faut que les aménagements, comme je vous disais, rien que ces supports adaptés, enlever les distracteurs par exemple sur les documents, tout ça c'est des choses dès la maternelle, dès le primaire, faut que ça devienne évident pour que petit à petit, plus l'élève grandit, plus on se pose plus la question et que cette inclusion elle soit naturelle. Mais c'est vrai que moi ce que je vois en tout cas en France, c'est que même au collège-lycée, on a encore autant maternelle, primaire, ça commence à bien rentrer, même si les enseignants sont pas encore suffisamment formés, hein, très clairement. Mais collège-lycée, ce qui est compliqué, c'est qu'ils se disent oui, mais ces personnes-là, elles auraient dû être détectées en fait déjà plus tôt, donc c'est plus notre travail à nous de mettre en place des choses. Sauf que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce qu'on a un trouble neurodéveloppemental et qu'on a eu rééducation orthophonique, ergothérapeute ou autre, qu'en fait ça s'arrête. Le trouble, il est là. Encore une fois, c'est au niveau cognitif. Donc certes, on va recréer des nouvelles collections qui vont permettre de pallier un petit peu, mais ce n'est pas le chemin direct, j'allais dire. Donc forcément, le handicap restera quand même un petit peu là. Donc oui, bien entendu que ces aménagements doivent continuer. Et ça, c'est ce qui est encore un peu difficile à comprendre. Une autre question ? Mais du coup, je suis pas sûre si j'ai bien compris. Donc, HPI et hypersensibilité, c'est pas des troubles à part entière. Du coup, est-ce qu'il y aurait besoin quand même d'aménagement pour ce genre de caractéristiques et lesquelles? Oui, alors comme je disais, c'est pas des troubles, mais à la fois ça peut être vécu comme trouble. Après, pour l'hypersensibilité, on parle de tempérament. C'est des façons quand même d'être au monde, on va dire, assez différentes, donc qui nécessitent quand même, dans le meilleur des cas, en tout cas, des aménagements, même si ce ne sont pas des troubles. Alors c'est vrai que c'est des fois, il y a tout un effectivement, il y a des polémiques ou des trucs parce qu'effectivement, quand on parle des neuroatypies, on met. Plus il y a des gens qui disent aussi que c'est pas des troubles forcément aussi, ce qui est les 10 ou les TSA. Donc c'est vrai qu'il
il y a, enfin, il y a des trucs aussi là aussi dans la terminologie, dans le langage qui sont un peu particuliers. Mais c'est vrai que des fois, effectivement, il y a des personnes qui, enfin, j'ai l'impression quand même que c'est plus ouvert un peu en Suisse sur ces thématiques-là. En France, c'est vrai que des fois, certaines personnes, c'est pas des troubles. Enfin, il y a vraiment des enseignants surtout ou des directeurs d'école ou tout ça qui disent ça c'est pas des troubles donc on veut pas entendre parler, on s'occupe que des troubles. Le truc c'est que l'hypersensibilité, comme on voyait tout à l'heure, ça peut vraiment être vécu vraiment comme un grand trouble, même si c'est pas un trouble en soi parce qu'il n'y a pas, c'est pas une. Après je sais pas, faut mettre exactement aussi la notion de trouble. Enfin c'est comment je pourrais dire. Oui, enfin, il n'y a pas quelque chose qui, mais bon, est-ce qu'on peut dire aussi que dans tous les troubles, il y a quelque chose qui fonctionne mal, je ne sais pas. Enfin, ça peut être vraiment vécu comme un trouble parce que si la personne est exposée à des choses, ça peut vite devenir un enfer pour un hypersensible d'être dans certaines situations, dans certaines atmosphères. Donc oui, ça nécessite un aménagement parce que ça peut créer quand même beaucoup de mal-être, même si c'est pas un trouble. Voilà ce que je peux dire. Le HPI, c'est plus de l'ostracisation, du décalage. On va peut-être moins parler de choses vraiment de mal-être, en tout cas, avec caractéristiques du HPI vont moins induire spécialement un mal-être, ce qui fait que des fois, c'est pour eux, il y a des personnes qui vont dire oui, mais il n'y a pas d'aménagement à faire. Le truc, c'est que c'est pour que, enfin, l'aménagement, c'est toujours pareil, c'est toujours le principe d'équité, que tout le monde soit dans les meilleures conditions. Effectivement, après le coup, c'est de le faire avec une certaine justesse pour que ça soit vraiment équitable. Après, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours une recherche de l'équilibre et de l'harmonie toujours à trouver autour de ces thématiques-là. Mais il y a différentes écoles en plus au niveau du HPI parce que bon, il y en a qui pensent que c'est mieux de mettre les HPI entre eux, par exemple. Il y en a qui ne faut surtout pas, faut qu'ils s'adaptent avec les autres. Il y a des résultats ni spécialement édifiants, en tout cas ni pour une façon de faire ni pour l'autre, mais on arrive quand même à un mal-être souvent chez le HPI, c'est que le HPI qui s'ennuie beaucoup. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Le HPI, vraiment son gros problème, en un mot, à l'école, souvent, c'est qu'il s'ennuie. Et cet ennui, il peut devenir vraiment très très problématique aussi. C'est qu'il peut vraiment en arriver à dans le pire des cas, il peut être désintéressement total du coup de tout parce que il s'ennuie, il trouve rien qu'il sollicite, et il peut arriver donc à se sentir dans un état de mal-être aussi très fort. Donc après, c'est vrai que la notion de trouble, pas trouble, elle est assez factuelle et à la fois dans les conséquences. Puis en plus, il y a plein de combinaisons, comme disait Samia tout à l'heure, le terme plutôt négatif, donc c'est comorbidité. Sinon, il y en a qui mettent un terme très positif. Par exemple, c'est twice expressionality, même si des fois il y en a plus que deux, il peut y en avoir 3, 4, des multi-combos, hein, comme on voyait aussi tout à l'heure dans les personnalités. Là aussi, il y en a qui ont des combos entre plusieurs trucs comme ça, qui fait que certains compensent les autres, mais à la fois aussi c'est des équilibres qui peuvent il y a des choses qui se compensent avec plusieurs neuroatypies associées, et il y en a d'autres qui aggravent, j'allais dire, si je voulais un mot moins négatif, certaines caractéristiques, parce que les deux associés vont créer encore plus de décalage ou encore plus de difficultés dans le groupe. Et en tout cas, pour moi, les aménagements, c'est pour le bien-être de tout le monde. Donc, je poserai pas trop la question de trouble ou pas trouble, mais je sais que ça reste une question. Moi, ma question, c'était plus vraiment sur... je sais que ça peut créer beaucoup de souffrance, mais du coup, comment on peut les aider? Parce que souvent, les HPI, j'ai l'impression qu'on leur fait sauter des classes, mais je ne sais pas si c'est la seule solution ou la meilleure solution. C'était plus ça. Ça dépend un peu des profils, hein. C'est vrai que je sais pas. Enfin, moi-même, on m'a fait sauter une classe. Je m'ennuyais toujours autant après, donc j'ai pas trop vu le côté positif.
Sur tous les cas qu'on me relate, des fois, il y en a, c'est vraiment très positif. On leur fait sauter 2-3 classes, puis après, du coup, ils s'intéressent, ils sont contents. Il y en a qui, du coup, souffrent d'un grand décalage au niveau maturité ou émotionnel. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'il y a pas, ça dépend du tempérament de l'enfant et du contexte dans lequel il est. Mais sinon, le HPI, je pense que c'est-à-dire, c'est vraiment comment on peut faire pour Comment l'aider. les aider face à leur souffrance qui est en plus peut-être un peu des fois banalisée? Je sais pas. Alors, au niveau scolaire, donc, parce que si tu veux, au niveau pédagogique, Oui, je peux c'est ça. peut-être, ouais, Ou plus pédagogique. pédagogique. D'accord. Au niveau pédagogique, si tu veux, je peux donner ce qu'on fait dans les écoles. En gros, dans les établissements, ce qu'on fait au niveau pédagogique pour ces enfants-là. Alors, en effet, eux, contrairement aux élèves qui ont des troubles 10, par exemple, du TDAH ou de l'autisme, etc., ils n'ont pas ce qu'on appelle cette fameuse reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'on appelle nous une RQTH en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de handicap, puisque, comme l'a dit Alban, ce n'est pas un handicap. Par contre, en classe, ils peuvent bénéficier de certains aménagements, ce qu'on appelle un PAP, c'est-à-dire c'est un document qui est formalisé pour dire, bon ben voilà, pour cet élève-là, il est un peu en souffrance par rapport à telle chose, on va mettre des choses en place. Ce ne sera pas forcément, alors ça peut recouper certaines choses des enfants en situation de handicap, mais eux pourront avoir par exemple certains aménagements du fait de leur fameuse RQTH. Ces élèves-là, ce sera plus au niveau pédagogique, par exemple. On va conseiller de varier les activités, de leur faire les choses autrement. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire plus parce qu'ils ont fini déjà l'exercice avant. C'est pas la peine de leur donner 10 exercices exactement pareils parce que, comme le disait très justement Alban, en fait, ils s'ennuient sinon. Donc, leur donner plus de la même chose, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il va falloir faire des choses différemment. C'est-à-dire, par exemple, voilà, tu as fini ton exercice, et écoute, tu vas faire des recherches pour faire tel exposé. Tu vas nous faire une affiche sur telle ou telle chose. En fait, on va mettre en place des pédagogies beaucoup plus adaptées à leur esprit qui a besoin de chercher, d'expérimenter et pas d'avoir les choses peut-être parfois aussi tout crues dans la bouche comme ça. Donc, on va leur donner des challenges. On va essayer de les motiver justement comme ça pour ne pas qu'ils tombent, comme le disait Alban, finalement, dans ce rejet de l'école, ce dégoût de l'école, voire pour certains, de la phobie scolaire et même de l'échec scolaire, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont HPI qu'ils sont les premiers de la classe. Pour les hypersensibles, ça, je le vois moins dans les établissements scolaires. Pour le coup, il n'y a pas forcément d'aménagement, mais ce qui est sûr, c'est qu'un hypersensible, Alban a bien décrit tout ce qui est hyperesthésie, etc. Donc rien que mettre par exemple un casque anti-bruit si la personne se plaint qu'il y a trop de bruit, changer de place par rapport aux lumières s'il a trop le néon, le mettre peut-être plus soit à côté de la fenêtre où ce sera un peu plus calme, surtout s'il a une vue un peu sur le jardin ou autre qui pourra peut-être plus l'apaiser. Éviter de lui mettre la pression parce qu'il se la met déjà assez tout seul. Donc à voir, le prof il dit non mais là c'est pas assez bien, là c'est pas, attention, là t'aurais pu faire mieux. Alors qu'au contraire, elle va avoir plus besoin d'encouragement pour pas justement que son estime de soi chute. Tout ça, ça va être des choses où il va falloir l'encourager et le mettre dans un environnement un peu plus apaisant parce que, comme le disait Alban, en fait, il est en hyperstimulation aussi. Donc, couper un peu ses stimulations pour l'aider à tenir toute la journée comme ça. Je vois. C'est vrai que très concrètement, oui, je connais pas pourquoi j'ai parlé au passé. Je connais des enseignants effectivement qui font ça, c'est-à-dire que les élèves HPI, dès qu'ils voient qu'ils s'ennuient comme ça, ils leur font faire des trucs en parallèle de la classe, ils leur donnent un livre à lire ou comme tu disais, oui, une recherche à faire ou un truc et souvent, donc du coup, ils sont très contents et en plus ils peuvent faire plusieurs choses à la fois souvent, donc ils peuvent toujours suivre le cours tout en lisant un livre. Enfin, il y en a qui arrivent à faire des trucs incroyables. Et ouais, ça fait des aménagements. Et souvent, enfin, je rejoignais juste ce que tu disais comme ça, mais c'est vrai que souvent les hypersensibles, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont beaucoup de choses comme ça qui les percutent, j'allais dire, même si ce mot est peut-être un peu violent. Et souvent, effectivement, il suffit de les mettre dans des conditions ouais, de calme, quoi, voilà. Alors, on arrive déjà à la dernière question. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Parce qu'après, on a 2 magnifiques ateliers qui nous attendent encore. J'ai juste une question par rapport, enfin ça peut être
pendant l'université, mais lorsqu'on cherche un stage ou notre premier entretien d'embauche pour notre premier job, est-ce qu'il faudrait dire qu'on a des 10 quelque chose, enfin 10 ou TDAH quelque chose, ou il faudrait plutôt les cacher? Parce que, enfin, moi je suis dysphasique, phonétique et syntaxique, avec trouble de la mémorisation orale. Et on m'a souvent dit qu'il faudrait plutôt le cacher, en tout cas pour le premier entretien, et plus tard en dévoiler. Alors, tout va dépendre d'où vous postulez. C'est-à-dire que si c'est un poste sur lequel justement votre dysphasie ne va pas être flagrante et va pas finalement vous handicaper par rapport à ce que vous faites, a priori, si vous n'avez pas forcément besoin de l'évoquer, en effet, c'est peut-être pas forcément la peine, sauf si vous passez par des dispositifs adaptés. Alors, en Suisse, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Nous, en France, il y a certains quotas justement pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on peut passer par ce type de recrutement. Dans la fonction publique, il y a ce qu'on appelle le BOE. Ce sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, où là encore, c'est un mode de recrutement particulier pour les personnes qui ont cette fameuse RQTH. Et donc, où on sait directement que la personne a un trouble et pour laquelle, ben voilà, on dit oui, on aménage le poste exprès. Donc ça, c'est royal parce que pour le coup, au contraire, vous savez que vous aurez les aménagements nécessaires. Le risque de ne pas le dire, c'est justement de ne pas pouvoir de bénéficier de vos aménagements auxquels vous avez droit quand même à la base. Donc, avoir vous déjà comment vous le sentez et avoir si vous pouvez bénéficier d'aménagements. Moi, je vous déconseille de le cacher. Je vous dis ça, j'ai eu beaucoup de retours de témoignages en France qui me disaient, de personnes qui disaient, au début, moi je disais que j'avais une RQTH et finalement je le dis plus parce que j'en ai marre. À chaque fois, on me dit, ah oui, non mais en fait, ça va pas être possible. Donc voilà, voyez aussi la mentalité de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Certaines entreprises, au contraire, sont tout à fait ouvertes à ça. D'autres sont beaucoup plus fermées. Je vous dirais que déjà à la base, si vous tombez sur une entreprise qui est un peu fermée à ça, ça sera peut-être même pour vous à éviter parce que ça risque d'être signe de souffrance derrière, parce qu'on va peut-être pas vous accorder tout ce à quoi vous avez droit. Merci. Alors du coup, la conférence s'arrête ici. On peut applaudir du coup nos deux intervenants. Et du coup, comme dit précédemment, il va y avoir 2 ateliers. Donc, je vais proposer aux 2 dernières rangées, plus le groupe psy du milieu, de partir dans l'autre salle avec Monsieur Bourdi. Ce sera l'atelier sur HPI, HPE. Et puis, le reste de la salle, du coup, de rester pour l'atelier sur les troubles 10. Puis après, on intervertira. Merci.